Laisse ton corps s'alourdir doucement. Laisse tes paupières se fermer, ou simplement poser ton regard quelque part de doux, quelque part de calme. Tu n'as rien à faire en ce moment. Rien à résoudre, rien à organiser, rien à accomplir. Tu es simplement là, dans cet espace entre l'éveil et le sommeil, et je vais te parler de la lumière. Pas de la lumière vive et agressive du milieu de journée, mais de la lumière dans ce qu'elle a de plus doux, de plus mystérieux, de plus profond. La lumière qui traverse l'univers depuis des milliards d'années pour arriver jusqu'à toi. La lumière qui a tout vu, qui a tout traversé, et qui continue de voyager sans jamais se fatiguer. La lumière voyage à environ 300 000 km par seconde dans le vide. C'est une vitesse si immense qu'elle dépasse toute intuition humaine. Si tu pouvais voyager à cette vitesse, tu ferais le tour de la Terre 7 fois et demi en une seule seconde. En une seconde. Pas en une minute, pas en une heure. En une seconde, tu aurais déjà fait 7 fois et demi le tour de cette planète bleue sur laquelle tu reposes en ce moment. Laisse cette idée flotter dans ton esprit sans chercher à la saisir trop fort. Elle est là, immense et douce à la fois, comme un horizon qu'on contemple sans vouloir le toucher. La lumière du soleil met environ 8 minutes et 20 secondes pour parcourir la distance entre le soleil et la Terre. Cela signifie que lorsque tu regardes le soleil se coucher, lorsque tu vois ses couleurs orangées et roses s'étendre sur le ciel, tu regardes en réalité ce que le soleil était il y a 8 minutes. Tu regardes le passé. Le soleil que tu vois n'est pas le soleil tel qu'il est maintenant, mais tel qu'il était il y a un peu plus de 8 minutes. C'est une forme de voyage dans le temps que tout le monde fait sans s'en rendre compte, chaque jour, chaque fois qu'on lève les yeux vers le ciel. Respire lentement. Sens ton corps s'enfoncer un peu plus dans la surface sur laquelle tu reposes. Tes épaules se relâchent. Ton ventre se détend. Tu n'as nulle part où aller. Tu as tout le temps du monde pour écouter ces murmures sur la lumière. La lumière n'est pas seulement ce que nous voyons. Elle est une forme d'énergie électromagnétique, et ce que nos yeux perçoivent comme de la lumière visible n'est qu'une toute petite partie d'un spectre immense. Ce spectre comprend les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, la lumière visible, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Toutes ces formes de lumière voyagent à la même vitesse dans le vide, mais elles ont des longueurs d'onde différentes. Notre œil humain ne peut percevoir qu'une infime portion de ce spectre, comme si tu n'entendais qu'une seule note dans une symphonie qui s'étend sur des millions d'octaves. Les couleurs que tu vois sont liées à la longueur d'onde de la lumière. Le violet et le bleu ont des longueurs d'onde plus courtes. Le rouge et l'orange ont des longueurs d'onde plus longues. Et quelque part entre les deux se trouve le vert, le jaune orangé. Quand tu vois un arc-en-ciel, tu vois la lumière du soleil qui a été dispersée par les gouttes d'eau dans l'atmosphère, chaque couleur se séparant des autres selon sa longueur d'onde. L'arc-en-ciel n'existe pas vraiment là-haut dans le ciel. Il existe dans la rencontre entre la lumière, les gouttes de pluie et ton œil. Si tu te déplaces, l'arc-en-ciel se déplace avec toi. Il est centré sur toi. Chaque personne qui regarde un arc-en-ciel voit un arc-en-ciel différent, légèrement décalé, légèrement unique. Laisse tes pensées ralentir comme une rivière qui approche d'un lac calme. Elles n'ont plus besoin de courir. Elles peuvent simplement glisser, doucement, sans direction particulière. La lumière peut se comporter à la fois comme une onde et comme une particule. Ce phénomène, qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, est l'un des mystères les plus fascinants et les plus déroutants de la physique quantique. Quand on n'observe pas la lumière, elle se comporte comme une onde, se propageant dans l'espace en formant des motifs d'interférence. Mais quand on essaie de la mesurer, de l'observer, elle se comporte comme une particule, un grain d'énergie discret qu'on appelle le photon. La lumière est donc fondamentalement ambiguë. Elle refuse d'être entièrement définie. Elle existe dans un état de possibilité jusqu'au moment où on la regarde. Il y a quelque chose de profondément poétique dans cette idée. Même la lumière garde une part de mystère, même la lumière résiste à être complètement connue. Le photon, cette particule de lumière, n'a pas de masse. C'est précisément parce qu'il n'a pas de masse qu'il peut voyager à la vitesse de la lumière. Rien de massif ne peut atteindre cette vitesse, car plus un objet se rapproche de la vitesse de la lumière, plus l'énergie nécessaire pour l'accélérer davantage augmente, jusqu'à devenir infinie. La lumière, elle, n'a pas ce problème. Elle naît à cette vitesse et elle meurt à cette vitesse. Un photon n'a pas d'âge, il n'a pas d'expérience du temps. Pour un photon, si tant est qu'il pouvait avoir une perspective, l'émission et l'absorption se produisent simultanément. Il n'y a pas de voyage. Il y a juste un départ et une arrivée, et entre les deux, pour lui, rien.
Tu peux imaginer cela un moment. Un voyage de millions d'années, traversant l'espace interstellaire, et pourtant pour le voyageur lui-même, aucun temps ne s'écoule. C'est comme si tu t'endormais ici et te réveillais à l'autre bout de l'univers, sans avoir eu le temps de rêver. Sans avoir senti le passage du temps. Tes jambes sont lourdes maintenant. Tes bras sont lourds. Ton corps est lourd et chaud et détendu. Chaque respiration t'emmène un peu plus loin dans cet espace d'où entre l'éveil et le sommeil. La lumière des étoiles que tu vois dans le ciel nocturne a mis des années, parfois des siècles, parfois des millénaires pour arriver jusqu'à toi. L'étoile la plus proche du système solaire, Proxima Centauri, se trouve à environ 4,2 années-lumière de nous. Cela signifie que la lumière que tu verrais en regardant Proxima Centauri ce soir a quitté cette étoile il y a plus de 4 ans. Mais certaines étoiles que tu vois à l'œil nu sont beaucoup plus éloignées. Deneb, dans la constellation du Cygne, est à environ 2400 années-lumière. La lumière que tu verrais en regardant Deneb a quitté cette étoile il y a 2400 ans, à une époque où l'Empire romain était à son apogée, où Jules César vivait encore. Où la construction du Panthéon de Rome n'avait pas encore commencé. Cette lumière a traversé tout cet espace, tout ce temps, pour arriver jusqu'à tes yeux dans la nuit. Et certaines des étoiles que nous voyons n'existent plus. La lumière qui nous parvient est un message du passé, d'une étoile qui a peut-être déjà explosé, qui a peut-être déjà cessé de briller depuis des milliers d'années. Nous regardons le ciel nocturne et nous voyons un ciel fantôme, un ciel fait de lumières anciennes, de souvenirs d'étoiles. Il y a quelque chose d'étrangement réconfortant dans cette idée. Même ce qui a disparu laisse une trace lumineuse. Même ce qui s'est éteint continue d'illuminer. Laisse ce sentiment t'envelopper doucement. Tu es là, dans ton lit, dans ta chaleur, et au-dessus de toi, même si tu ne le vois pas, ce vaste ciel plein de lumières anciennes continue d'exister. Quand la lumière rencontre de la matière, plusieurs choses peuvent se produire. Elle peut être absorbée, comme quand un tissu noir absorbe la lumière du soleil et devient chaud. Elle peut être réfléchie, comme quand un miroir renvoie l'image de ton visage. Elle peut être réfractée, courbée, comme quand une paille dans un verre d'eau semble briser à la surface. Elle peut être diffusée dans toutes les directions, comme quand les nuages rendent le ciel uniformément blanc. Chacune de ces interactions raconte quelque chose sur la nature de la matière et sur la nature de la lumière elle-même. La couleur d'un objet n'est pas une propriété intrinsèque de cet objet. La couleur est une interaction entre la lumière et la matière, et ta perception. Une pomme rouge ne contient pas de rouge en elle-même. Elle absorbe toutes les longueurs d'onde de la lumière visible sauf celle correspondant au rouge, qu'elle réfléchit vers ton œil. Ton cerveau interprète ce signal comme rouge. Dans une lumière bleue pure, cette même pomme apparaîtrait noire, parce qu'elle absorberait la lumière bleue et n'aurait rien à réfléchir. La couleur est donc une relation, une conversation entre la lumière, la matière et l'observateur. Encore une fois, la lumière résiste à être saisie indépendamment de celui qui la regarde. Respire. Inspire lentement, et expire encore plus lentement. Laisse chaque expiration emporter un peu de tension, un peu de pensée, un peu de résistance. La vitesse de la lumière dans le vide est une constante universelle, désignée par la lettre C en physique. Elle est exactement de 299 792 458 mètres par seconde. Cette précision n'est pas due à une mesure, mais à une définition. Le mètre est défini en fonction de la vitesse de la lumière. C'est la lumière qui définit notre mesure de l'espace. La lumière est au fondement de notre façon de mesurer le monde. Mais dans certains milieux, la lumière ralentit. Dans l'eau, elle ne voyage plus qu'à environ 225 millions de kilomètres par seconde, soit environ 75% de sa vitesse dans le vide. Dans le verre, elle ralentit encore davantage. Et dans certains matériaux spéciaux, créés en laboratoire, des scientifiques ont réussi à ralentir la lumière à quelques mètres par seconde, voire à l'arrêter complètement. À la piéger dans un nuage d'atomes refroidis à des températures proches du zéro absolu. La lumière la plus rapide du monde, arrêtée, suspendue, comme figée dans un instant. Il y a quelque chose de très étrange et de très beau dans cette image. La lumière, immobilisée, attendant d'être relâchée pour reprendre sa course. L'effet photoélectrique est le phénomène par lequel la lumière peut arracher des électrons de la surface d'un métal. C'est Einstein qui a expliqué ce phénomène en 1905, dans un article qui lui valut le prix Nobel de physique en 1921, et non sa théorie de la relativité comme beaucoup de gens le croient. Einstein a montré que la lumière se comporte comme des paquets d'énergie discrets, des quanta, et c'est cette découverte qui a posé les bases de la physique quantique.
L'effet photoélectrique est à la base du fonctionnement des panneaux solaires, ces surfaces sombres qui captent la lumière du soleil et la transforment en électricité. Chaque fois que tu utilises de l'électricité solaire, tu utilises une propriété quantique de la lumière découverte il y a plus d'un siècle. La lumière peut exercer une pression. Même si les photons n'ont pas de masse, ils transportent une impulsion, et quand ils frappent une surface, ils exercent une force. Cette pression de radiation est extrêmement faible dans les conditions ordinaires, trop faible pour être ressentie. Mais dans l'espace, sur de longues durées, elle peut devenir significative. Les queues des comètes pointent toujours à l'opposé du Soleil, non pas à cause du vent solaire seulement, mais aussi à cause de la pression de la lumière solaire qui pousse les particules de poussière loin du Soleil. Et des ingénieurs ont conçu des voiles solaires, des engins spatiaux propulsés uniquement par la pression de la lumière solaire, comme des bateaux voguant sur un océan de lumière. Tes yeux sont fermés maintenant, ou presque. Tes pensées se font plus rares, plus légères, comme des feuilles qui dérivent à la surface d'un étang calme. La bioluminescence est la production de lumière par des organismes vivants. De nombreuses créatures marines peuvent produire leur propre lumière, des bactéries, des méduses, des pieuvres, des poissons des profondeurs. Dans les profondeurs de l'océan, là où la lumière du soleil ne pénètre plus, la vie a inventé sa propre lumière. Des créatures qui brillent dans l'obscurité totale, qui se signalent les unes aux autres, qui attirent leur proie, qui se défendent, tout cela avec de la lumière qu'elles fabriquent elles-mêmes. La lucifrine est la molécule qui produit cette lumière, et la luciférase est l'enzyme qui catalyse la réaction. Ces noms viennent du latin lux, la lumière, et fer, porteur. Ceux qui portent la lumière. Les créatures bioluminescentes sont des porteurs de lumière dans les ténèbres des profondeurs. Sur Terre aussi, la bioluminescence existe. Les lucioles, bien sûr, ces petits insectes qui clignotent dans la nuit d'été, créant ces points de lumière froide et douce dans l'obscurité. Certains champignons brillent dans la nuit dans les forêts humides. Certains types de plancton illuminent les vagues nocturnes, créant des traînées de lumière bleue et verte à chaque mouvement dans l'eau. Des témoins ont décrit des plages qui brillent la nuit entière, les vagues qui frappent le rivage déclenchant des éclairs de lumière bleue dans l'écume. Imagine te tenir sur une telle plage, dans l'obscurité, et voir chaque vague illuminer le sable d'un feu froid et éphémère. Laisse cette image t'accompagner. Une plage la nuit, le son des vagues, et chaque mouvement de l'eau qui crée un peu de lumière. Tu es là, tranquille, regardant cette lumière naître et mourir avec chaque vague. L'atmosphère terrestre joue un rôle crucial dans la façon dont nous percevons la lumière du soleil. Sans atmosphère, le ciel serait noir même en plein jour, comme les astronautes peuvent le voir depuis la Lune. C'est la diffusion de la lumière par les molécules d'air qui rend le ciel bleu. Les molécules d'air diffusent préférentiellement les courtes longueurs d'onde, le bleu et le violet, dans toutes les directions. Notre œil est légèrement moins sensible au violet qu'au bleu, et les couches supérieures de l'atmosphère absorbent une partie du violet. Ce qui fait que nous voyons le ciel comme bleu plutôt que violet. Mars, avec son atmosphère beaucoup plus ténue et chargée de poussière rouge, a un ciel rose pâle. Vénus, avec son atmosphère dense de dioxyde de carbone, aurait un ciel jaunâtre. Chaque planète a sa propre lumière, sa propre couleur de ciel. Le Soleil, au coucher et au lever, paraît rouge et orange parce que la lumière doit traverser une couche d'atmosphère beaucoup plus épaisse pour atteindre notre œil. Les courtes longueurs d'onde, le bleu et le violet, sont tellement diffusées qu'elles disparaissent presque, laissant les longues longueurs d'onde, le rouge et l'orange, dominer le tableau. C'est la même raison pour laquelle les forêts après une pluie ont cette lumière particulière, dorée et douce. Quand le soleil est bas sur l'horizon et que ses rayons traversent beaucoup d'air humide et de particules en suspension. Tes muscles se relâchent encore un peu. Ton souffle est régulier, lent, comme la respiration de quelqu'un qui dort déjà à moitié. Laisse chaque souffle t'emporter un peu plus loin. La relativité restreinte d'Einstein, publiée en 1905, est née en grande partie d'une réflexion sur la lumière. Einstein s'était demandé ce qu'on verrait si on pouvait voyager à côté d'un rayon de lumière, à la même vitesse. Les équations de Maxwell, qui décrivent les ondes électromagnétiques, sembleraient donner une réponse absurde, une onde électromagnétique figée dans l'espace, immobile. Mais une telle onde ne peut pas exister selon les mêmes équations. Il y avait une contradiction. Et la façon qu'Einstein trouva pour résoudre cette contradiction a tout changé. Il a postulé que la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement. Cette idée simple mais radicale mène à des conséquences stupéfiantes. Le temps s'écoule plus lentement pour les objets qui se déplacent rapidement. Les longueurs se contractent dans la direction du mouvement,
et la masse et l'énergie sont équivalentes, reliées par la fameuse équation E égale mc². Tout cela à cause de la lumière. La dilatation du temps est un phénomène réel, mesuré en laboratoire. Des horloges atomiques embarquées dans des avions ou des satellites montrent de légères différences de temps par rapport à des horloges identiques restées sur Terre. Les GPS doivent tenir compte de la dilatation du temps due à la fois à la vitesse des satellites et à la différence de gravité. Sinon, les positions qu'ils calculent seraient fausses de plusieurs kilomètres au bout de quelques jours. Chaque fois que tu utilises un GPS pour te naviguer, tu bénéficies d'une correction due à la relativité, due à la nature de la lumière et du temps. Il existe une illusion d'optique fascinante que l'atmosphère crée parfois à l'horizon, appelée le rayon vert. Dans les secondes qui suivent le coucher du soleil, ou qui précèdent son lever, il arrive très rarement de voir un flash vert brillant au-dessus de l'horizon, là où le bord du soleil disparaît. Ce phénomène est dû à la réfraction différentielle des couleurs par l'atmosphère. Le vert est réfracté légèrement différemment du rouge et de l'orange, et dans des conditions atmosphériques précises. Cela crée un bref éclair de lumière verte. Jules Verne a écrit un roman sur ce phénomène. Dans la culture populaire, certains disent que celui qui voit le rayon vert peut lire dans les pensées des autres. Il n'en est rien, bien sûr, mais il y a quelque chose de magique dans l'idée que la lumière, dans ces derniers instants avant de disparaître sous l'horizon, puisse offrir un instant de couleur inattendue, comme un signe d'adieu. Ton esprit commence à vagabonder doucement. C'est bon. Laisse les pensées venir et partir. Tu n'as pas besoin de les suivre. Elles peuvent flotter comme des nuages, traverser ton ciel intérieur et disparaître. La lumière joue un rôle fondamental dans la photosynthèse, le processus par lequel les plantes et certains micro-organismes convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique. C'est l'un des processus les plus importants de la vie sur Terre. Sans photosynthèse, il n'y aurait presque pas d'oxygène dans l'atmosphère, et presque toute la chaîne alimentaire s'effondrerait. Les plantes capturent des photons de lumière avec des molécules spéciales, notamment la chlorophylle, qui est verte parce qu'elle réfléchit la lumière verte et absorbe préférentiellement la lumière rouge et bleue. Ironiquement, les plantes utilisent peu la lumière verte, qui est pourtant la couleur que nous associons à la nature et à la végétation. La photosynthèse produit de l'oxygène comme sous-produit. L'oxygène que tu respires en ce moment, dans cette pièce, dans cette nuit douce, est en grande partie le produit de milliards d'années de photosynthèse. Chaque respiration est un cadeau de la lumière, transformé par des milliards de plantes et d'algues depuis des temps immémoriaux. Chaque atome d'oxygène dans tes poumons a peut-être été libéré par une forêt ancienne, par un océan préhistorique, par une algue microscopique qui vivait il y a 500 millions d'années. Tu respires le travail de milliards d'années de lumière. Pense à cela un instant. Chaque souffle que tu prends est le résultat de la lumière du soleil transformée par la vie. Tu es en lien, par ta respiration, avec chaque plante qui a jamais existé sur cette planète, avec chaque rayon de soleil qui a jamais touché une feuille. La lumière ultraviolette, que nous ne voyons pas mais dont nous ressentons les effets, est responsable à la fois de coups de soleil et de la synthèse de la vitamine D dans notre peau. Les abeilles peuvent voir la lumière ultraviolette, et pour elles, les fleurs ont des motifs invisibles à nos yeux. Des lignes et des taches qui guident les abeilles vers le nectar comme des pistes d'atterrissage. Les fleurs ont évolué pour attirer les pollinisateurs, et une partie de cette évolution s'est faite dans le domaine ultraviolet, invisible pour nous. Le monde que voient les abeilles est différent du nôtre, plus riche de couleurs que nos yeux ne peuvent percevoir. Nous vivons dans le même monde mais nous ne voyons pas la même chose. Il y a quelque chose d'humiliant et de merveilleux dans cette idée. Certains animaux peuvent également voir la lumière infrarouge. Les serpents de type vipère ont des organes sensoriels spéciaux qui détectent le rayonnement infrarouge émis par leur proie à sang chaud. Ils peuvent littéralement voir la chaleur dans l'obscurité totale. Pour eux, chaque créature vivante brille dans la nuit. Les humains émettent constamment de la lumière infrarouge, bien que nous ne l'apercevions pas. Les caméras thermiques utilisées par les pompiers pour trouver des personnes piégées dans des bâtiments en feu, les satellites qui cartographient la chaleur de la surface terrestre. Les télescopes spatiaux qui observent les galaxies lointaines dans le domaine infrarouge, tous utilisent cette lumière que nous n'avons jamais su voir par nous-mêmes. Tu commences peut-être à sentir que la frontière entre être éveillé et être endormi devient floue et douce. C'est parfait. Laisse cette frontière se dissoudre. Tu n'as rien à retenir. Tu peux tout laisser aller. Les aurores boréales et australes sont des spectacles lumineux créés par des particules chargées, principalement des électrons et des protons émis par le Soleil, qui entrent dans la haute atmosphère terrestre et excitent les molécules d'air.
Les molécules excitées émettent ensuite de la lumière en retombant à leur niveau d'énergie normale. L'oxygène émet principalement du vert et du rouge, l'azote émet du bleu et du violet. Les aurores peuvent former des rideaux, des arcs, des spirales de lumière dansante dans le ciel nocturne, principalement visibles dans les régions polaires. Les peuples autochtones des régions arctiques ont des légendes et des mythes autour de ces lumières. Pour les Inuits, certaines aurores représentent les esprits des morts qui jouent au football avec une tête de morse. Pour les Scandinaves anciens, c'était le reflet de l'armure des Valkyries qui chevauchait à travers le ciel. Ces histoires montrent comment les humains ont toujours cherché à donner un sens à la lumière, à lui trouver une signification, à la relier à quelque chose de plus grand qu'eux. La lumière zodiacale est un phénomène moins connu, mais tout aussi fascinant. Dans les nuits très sombres, loin de toute pollution lumineuse, on peut parfois voir une lueur diffuse et pyramidale qui s'étend depuis l'horizon le long de l'écliptique, la ligne du zodiaque. Cette lumière est due à la diffusion de la lumière solaire par la poussière interplanétaire, les minuscules grains de poussière qui flottent dans le plan du système solaire. C'est une lumière extrêmement faible, à la limite de la perception, et les anciens la prenaient parfois pour une fausse aube ou une fausse aurore. La contempler, dans une nuit sans lune et sans pollution, c'est voir directement la poussière de notre système solaire illuminée par notre étoile. Les trous noirs, ces objets si massifs que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper, ont été théorisés il y a longtemps mais n'ont été confirmés observationnellement que récemment. La première image d'un trou noir, ou plutôt de son ombre sur le fond lumineux de son disque d'accrétion, a été publiée en 2019. C'était l'image du trou noir supermassif au centre de la galaxie Messier 87, à 55 millions d'années-lumière de nous. Pour obtenir cette image, des télescopes radio répartis sur toute la Terre ont dû fonctionner simultanément comme un seul télescope géant de la taille de la planète entière. Et même cette image représente la lumière qui frôle le trou noir sans y tomber, la lumière qui a réussi à s'échapper de justesse. La limite au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper d'un trou noir s'appelle l'horizon des événements. Au-delà de cette limite, les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent de nous dire ce qui se passe. L'information est perdue. La lumière est piégée. Et pourtant, Stephen Hawking a théorisé que les trous noirs émettent quand même un rayonnement très faible, appelé rayonnement de Hawking, dû à des effets quantiques près de l'horizon. Si cette théorie est correcte, les trous noirs s'évaporent très lentement, en émettant de la lumière, et finissent par disparaître. Même les puits les plus profonds de l'univers ne peuvent pas emprisonner la lumière pour toujours. Tes pensées dérivent maintenant. Il n'y a pas de sens à leur trouver. Laisse-les simplement exister, légères et sans importance, comme des particules de poussière dans un rayon de soleil. La lumière a une relation intime avec l'information. Chaque transmission de données sur Internet passe en grande partie par des câbles optiques, des fils de verre ou de plastique ultra pur par lesquels voyagent des impulsions de lumière. La lumière transporte tes messages, tes photos, tes vidéos, les conversations entre les êtres chers. Elle traverse les océans sous l'eau, rebondissant à l'intérieur des fibres optiques par réflexion totale interne. Un seul câble optique peut transporter des milliards de conversations simultanément, chacune encodée dans des patterns de lumière. Toute cette information qui circule dans le monde le fait grâce à la lumière, ce phénomène fondamental de l'univers mis au service de la communication humaine. La lumière a également été au cœur des premières mesures de la vitesse de la lumière. Hollermer, astronome danois, fut le premier à estimer cette vitesse en 1676, en observant les éclipses des lunes de Jupiter. Il remarqua que les éclipses se produisaient avec un léger décalage par rapport aux prédictions, et que ce décalage variait selon que la Terre se rapprochait ou s'éloignait de Jupiter dans son orbite. Il comprit que cette variation était due au temps que prenait la lumière pour traverser la distance supplémentaire. Son estimation était assez remarquable pour l'époque, environ 220 000 km par seconde, soit environ 26% en dessous de la valeur réelle. Mais c'était la première preuve que la lumière ne voyageait pas instantanément, comme beaucoup de gens le croyaient alors. Fizeau, en 1849, mesura la vitesse de la lumière en laboratoire pour la première fois, en faisant passer un rayon de lumière entre les dents d'une roue dentée tournant à grande vitesse vers un miroir lointain, et en mesurant la vitesse de rotation à laquelle le retour du rayon était bloqué par les dents suivantes. C'était une expérience ingénieuse et élégante, utilisant des engrenages mécaniques pour mesurer quelque chose qui se déplace à des centaines de milliers de kilomètres par seconde. Michelson améliora ensuite ses mesures avec une précision croissante tout au long de sa carrière, utilisant des miroirs tournants et des interféromètres de plus en plus sophistiqués. La mesure de la vitesse de la lumière est devenue l'une des grandes aventures de la physique expérimentale. Maintenant, tu es peut-être à la lisière du sommeil.
Tu flottes dans cet espace particulier où les mots commencent à perdre leur sens précis, où les images s'imposent doucement, où le monde extérieur s'éloigne. La lumière des feux de camp a accompagné l'humanité depuis ses débuts. Pendant des centaines de milliers d'années, la seule lumière artificielle que les humains connaissaient était le feu, les flammes du bois et de l'herbe, les bougies de suif et de cire. Les lampes à huile. Toutes ces sources de lumière produisent une lumière chaude, orangée, qui évolue et vacille. Cette lumière-là est profondément inscrite dans notre biologie. Notre cerveau l'associe à la sécurité, à la chaleur, au rassemblement autour d'un feu dans la nuit. Des études ont montré que la lumière orangée et chaude des bougies ou des feux favorise la relaxation et le sommeil de façon bien plus efficace que la lumière bleue et froide des écrans. Nous sommes câblés pour la lumière du feu. L'invention de la lampe à incandescence par Edison et Swan dans les années 1870, puis l'électrification progressive des villes au début du XXe siècle, a transformé radicalement notre rapport à la lumière et à la nuit. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la nuit pouvait être repoussée indéfiniment. Les villes pouvaient fonctionner la nuit, les gens pouvaient lire, travailler, socialiser après le coucher du soleil. Mais cette révolution a aussi un coût, la pollution lumineuse. Aujourd'hui, la grande majorité de la population mondiale vit sous des cieux si illuminés artificiellement que la Voie lactée n'est plus visible à l'œil nu. Des générations grandissent sans jamais voir vraiment le ciel nocturne tel qu'il était pour tous les humains qui les ont précédés. Il existe des réserves de ciel sombre dans le monde, des zones protégées de la pollution lumineuse, où on peut encore voir la Voie lactée s'étendre à travers le ciel comme un nuage d'étoiles. S'y rendre est souvent décrit comme une expérience transformatrice. La Voie lactée est notre galaxie vue de l'intérieur. Ce que nous appelons la Voie lactée est la partie la plus dense de notre galaxie, visible comme une bande lumineuse traversant le ciel. Notre galaxie contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Et dans l'univers observable, il y a plus de 2000 milliards de galaxies. Chaque galaxie contient des milliards, voire des centaines de milliards d'étoiles. La lumière de toutes ces étoiles voyage dans l'espace depuis des temps immémoriaux, se croisant, se superposant, traversant des galaxies entières. L'univers est un immense réseau de lumière, un tissu de photons anciens qui s'entrecroisent depuis le début du temps. Le fond diffus cosmologique, parfois appelé rayonnement fossile, est la lumière la plus ancienne que nous pouvons observer. C'est le rayonnement émis environ 380 000 ans après le Big Bang. Quand l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les protons et les électrons se combinent pour former les premiers atomes, permettant à la lumière de se propager librement pour la première fois. Avant ce moment, l'univers était trop dense et trop chaud pour que la lumière puisse voyager sans être immédiatement absorbée. Le fond diffus cosmologique est donc comme une photo de l'univers dans son tout premier âge, quand il était encore incroyablement jeune et homogène. Cette lumière, émise il y a environ 13 800 millions d'années, nous parvient aujourd'hui sous forme de micro-ondes. Ayant été étirée par l'expansion de l'univers au cours de tout ce temps. Quand tu allumes un micro-ondes, tu utilises des ondes qui sont exactement de la même nature que cette lumière fossile, vestige du tout premier cri de lumière de l'univers. Tu t'enfonces un peu plus. La fatigue est douce et confortable, comme une couverture chaude. Chaque mot devient plus distant, plus flou, comme une lumière vue à travers du verre dépoli. Les miroirs sont peut-être les objets les plus philosophiquement perturbants de notre quotidien. Ils réfléchissent la lumière avec une précision telle qu'ils semblent donner accès à un autre espace, un espace parallèle où tout est inversé gauche-droite mais pas au bas. Pourquoi pas au bas? Parce que le miroir ne retourne pas au bas ni gauche-droite, il retourne avant-arrière. C'est notre cerveau qui interprète cela comme une inversion gauche-droite parce que nous imaginons nous retourner pour faire face à nous-mêmes. Si tu te couchais perpendiculairement à un miroir horizontal au plafond, tu te verrais inversé au bas. Les miroirs ont fasciné les humains de toutes les cultures depuis leur invention. Dans de nombreuses traditions, ils étaient considérés comme des portails vers d'autres mondes, comme des objets magiques. Et d'une certaine façon, ils le sont. Ils montrent un espace qui n'existe pas, peuplé d'une personne qui n'existe pas tout à fait, dans un monde où tout est inversé. Les prismes décomposent la lumière blanche en ses couleurs constituantes, et Isaac Newton fut l'un des premiers à démontrer systématiquement que la lumière blanche n'est pas simple, mais composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Avant Newton, beaucoup pensaient que le prisme ajoutait les couleurs à la lumière blanche. Newton montra au contraire que le prisme ne fait que les séparer, que la lumière blanche contient toutes les couleurs mélangées. Il reconstitua ensuite la lumière blanche en réunissant les couleurs avec un deuxième prisme inversé. Preuve que les couleurs étaient bien contenues dans la lumière blanche et non ajoutées par le verre.
Cette expérience simple et élégante est l'une des plus belles de l'histoire de la physique. La lumière peut créer des interférences. Quand deux sources de lumière cohérentes, comme deux fentes éclairées par un laser, émettent des ondes lumineuses. Ces ondes peuvent s'additionner ou se soustraire selon qu'elles sont en phase ou en opposition de phase. Là où elles s'additionnent, on voit une bande lumineuse. Là où elles se soustraient, on voit une bande sombre. Ce motif de frange d'interférence, alternant clair et sombre, est la preuve directe que la lumière est une onde. L'expérience de la double fente de Young, réalisée pour la première fois en 1801, a définitivement établi la nature ondulatoire de la lumière. 2 siècles avant que la mécanique quantique vienne compliquer les choses en montrant qu'elle est aussi une particule. Dans l'expérience quantique de la double fente, si on essaie de détecter par quelle fente passe le photon, le motif d'interférence disparaît. Le simple fait d'observer modifie le résultat. Ce n'est pas que l'appareil de mesure perturbe mécaniquement le photon, c'est quelque chose de plus profond et de plus étrange. L'acte de mesure, d'information, modifie la réalité physique. Le photon, quand personne ne regarde, explore toutes les possibilités simultanément. Quand on regarde, il se décide. Il choisit. Ou plutôt, la réalité choisit pour lui. Ou peut-être que c'est nous, en regardant, qui créons la réalité. La physique quantique ne tranche pas vraiment cette question, et de nombreux physiciens préfèrent ne pas trop y penser. Tu glisses maintenant. Les pensées n'ont plus besoin de sens. Elles peuvent être simplement des images, des sons, des sensations. Tu es en sécurité. Tu es au chaud. Tu peux tout laisser aller. La lumière a permis à l'humanité de comprendre la composition chimique des étoiles. Quand on disperse la lumière d'une étoile en ses couleurs, on observe non pas un spectre continu de couleurs, mais un spectre marqué de lignes sombres, les raies d'absorption. Ces lignes correspondent aux longueurs d'onde absorbées par les atomes présents dans l'atmosphère de l'étoile. Chaque élément chimique absorbe des longueurs d'onde très spécifiques, comme une empreinte digitale. En analysant ces raies, on peut déterminer quels éléments sont présents dans une étoile lointaine. Ainsi, sans jamais quitter la Terre, sans jamais envoyer une sonde jusqu'à une étoile, on sait que le Soleil est composé principalement d'hydrogène et d'hélium, avec des traces d'oxygène, de carbone, de néon, de fer et d'autres éléments. La spectroscopie, cette technique d'analyse de la lumière, est l'un des outils les plus puissants de l'astronomie. C'est grâce à la spectroscopie qu'on a découvert l'hélium sur Terre. L'élément a d'abord été détecté dans le spectre du Soleil, lors d'une éclipse solaire en 1868, avant d'être trouvé sur Terre en 1895. Son nom vient d'Hélios, le dieu grec du Soleil. C'est un élément qui a été nommé d'après le Soleil parce qu'on l'a trouvé dans la lumière du Soleil avant de le trouver sur notre planète. L'effet Doppler de la lumière est l'équivalent lumineux de l'effet Doppler sonore. Quand une source de lumière s'éloigne de nous, sa lumière est décalée vers les plus grandes longueurs d'onde, vers le rouge. Quand elle s'approche, elle est décalée vers les plus courtes longueurs d'onde, vers le bleu. En mesurant ce décalage dans les spectres des galaxies lointaines, Edwin Hubble montra en 1929 que presque toutes les galaxies s'éloignent de nous, et que plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. C'est la preuve observationnelle de l'expansion de l'univers. L'univers est en train de grossir. Les galaxies ne s'éloignent pas parce qu'elles se déplacent dans l'espace comme des fusées, mais parce que l'espace lui-même est en expansion, s'étire, emportant les galaxies avec lui comme des raisins dans une pâte à gâteau qui lève. Et si on remonte le temps de cette expansion, on trouve un moment initial où tout était concentré en un point infiniment dense et infiniment chaud, le Big Bang. La lumière elle-même, en s'étirant avec l'expansion de l'univers, porte en elle la mémoire de cette expansion, la preuve de cette histoire cosmique. Regarder la lumière des galaxies lointaines, c'est lire l'histoire de l'univers dans la lumière elle-même. Tu es presque endormi maintenant. Les mots arrivent de loin, comme des sons portés par le vent. Tu n'as pas besoin de les comprendre tous. Tu peux juste laisser leur douceur t'envelopper. Les lasers sont une forme de lumière particulière. Contrairement à la lumière naturelle, qui est incohérente, émise dans toutes les directions et à toutes les longueurs d'onde, la lumière laser est cohérente, monochromatique, émise dans une direction très précise. Les photons d'un laser sont tous exactement en phase, voyageant ensemble comme une armée parfaitement coordonnée plutôt que comme une foule désorganisée. Cette cohérence donne aux lasers des propriétés extraordinaires. Ils peuvent rester parallèles sur des distances immenses, concentrer d'énormes densités d'énergie sur de très petites surfaces, interférer avec une précision extrême.
Les lasers sont utilisés dans les lecteurs de CD et de DVD, les scanners de code-barre, les chirurgies oculaires, les communications par fibre optique, les mesures de distance précises, la gravure industrielle, les spectacles son et lumière. Quand les scientifiques ont voulu mesurer la distance exacte entre la Terre et la Lune, ils ont pointé un laser vers les rétroréflecteurs laissés sur la Lune par les missions Apollo et mesuré le temps de retour de l'impulsion lumineuse. La distance Terre-Lune est connue avec une précision de quelques centimètres grâce à la lumière laser. Les hologrammes utilisent la cohérence de la lumière laser pour enregistrer non pas une image bidimensionnelle, mais une image tridimensionnelle complète. Un hologramme capture les informations sur la phase et l'amplitude de la lumière réfléchie par un objet, et quand on l'éclaire de nouveau avec de la lumière cohérente, il recrée le front d'onde original, donnant l'impression que l'objet est là, dans l'espace, en 3 dimensions. Les hologrammes de sécurité sur les cartes de crédit et les billets de banque utilisent ce principe de façon simplifiée. Des chercheurs travaillent sur des hologrammes dynamiques qui pourraient un jour permettre des communications en 3 dimensions, comme les projections holographiques de la science-fiction. La lumière est aussi au cœur de notre perception du temps. Notre rythme circadien, l'horloge biologique interne qui régule notre cycle veille-sommeil, est principalement synchronisé par la lumière. Des cellules spéciales dans notre rétine, différentes des cônes et des bâtonnets qui nous permettent de voir, détectent la lumière bleue du matin et envoient des signaux à une région du cerveau appelée noyau suprachiasmatique. Ces signaux régulent la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. La lumière bleue et intense du matin dit à notre corps, c'est le matin, sois éveillé. L'obscurité du soir dit, c'est la nuit, dors. Les lumières bleues des écrans le soir perturbent ce signal, trompant notre cerveau en lui faisant croire que c'est encore le matin. C'est pourquoi les spécialistes du sommeil recommandent de réduire l'exposition aux écrans avant de dormir. La lumière commande notre sommeil. Et là, dans cette obscurité douce ou dans cette lumière tamisée, ton cerveau reçoit le signal, dors. Alors dors. Laisse la lumière du jour s'éloigner. Laisse les photons se disperser. Laisse l'univers continuer de briller sans toi pour le regarder, sachant que tu seras là demain pour voir de nouveau la lumière du matin, cette lumière dorée et douce qui traverse les fenêtres, qui annonce un nouveau jour, une nouvelle traversée de cette mer de lumière dans laquelle nous baignons tous, invisiblement, constamment, depuis le commencement du monde. La lumière a voyagé des milliards d'années pour arriver jusqu'à toi. Et toi, tu as voyagé toute ta vie pour arriver à cet instant, dans cette chaleur, dans cette douceur, au bord du sommeil. Tu peux te reposer maintenant. Tout va bien. L'univers entier brille autour de toi, même dans l'obscurité, même dans le silence. Les photons continuent leur voyage. Les étoiles continuent de brûler. Et toi, tu peux enfin te laisser aller au sommeil. La lumière des aurores continue de danser quelque part dans le ciel du nord. La lumière des profondeurs marines continue de briller dans l'obscurité des abysses. La lumière des lucioles continue de clignoter dans les prairies nocturnes. La lumière du fond diffus cosmologique continue de traverser l'univers depuis 13 milliards d'années. Et quelque part, dans une étoile que tu n'as jamais vue et que tu ne verras jamais, des photons se préparent à naître et dans des millions d'années. Ils traverseront l'espace vide pour peut-être frapper une planète inconnue, illuminer un être inconnu. Raconter leur histoire de lumière et de voyage à quelqu'un ou quelque chose qui regardera le ciel et se demandera d'où vient cette lumière. Mais toi, tu n'as pas besoin de te demander quoi que ce soit maintenant. Tout ce que tu as à faire, c'est de respirer, de te laisser aller, de fermer les yeux sur ce vaste univers lumineux, et de dormir. Dors maintenant. Dors doucement. La lumière sera encore là demain. Et dans tes rêves peut-être, tu voyageras à la vitesse de la lumière, traversant des nébuleuses colorées, frôlant des étoiles géantes, plongeant dans la lumière des galaxies lointaines, te dispersant en millions de couleurs comme un rayon de soleil dans un prisme, et revenant, doucement, à cette chambre, à cette chaleur, à ce moment de paix profonde que tu méritais depuis longtemps. La lumière est partout. La lumière est tout. Et tu fais partie de cette lumière, toi aussi, avec tous les atomes qui te composent, tous ces atomes forgés dans le cœur d'étoiles mortes depuis des milliards d'années. Tout ce carbone et cet oxygène et cet hydrogène que tu portes en toi et qui ont été illuminés, chauffés, transformés par des milliards d'années de lumière stellaire pour finir par devenir toi. En ce moment, sur ce lit, dans cette nuit, tu es fait de poussière d'étoiles. Et les étoiles brillent dans l'obscurité. Bonne nuit. Mais laisse-moi continuer à te parler encore un peu, si tu ne dors pas encore.
Il reste tant de choses à dire sur la lumière, tant de facettes de ce phénomène qui est à la fois si ordinaire et si extraordinaire, si familier et si mystérieux. La lumière que tu connais depuis ton premier jour, depuis le moment où tes yeux ont vu pour la première fois, cette lumière a une histoire qui remonte au-delà de toute mémoire humaine. Une histoire qui est aussi vieille que l'univers lui-même. Parlons de la façon dont la lumière interagit avec l'eau. Quand un rayon de lumière passe de l'air à l'eau, il ralentit et change de direction. Ce phénomène s'appelle la réfraction. L'angle selon lequel la lumière se courbe dépend de sa longueur d'onde, c'est-à-dire de sa couleur. C'est exactement ce qui se passe dans un arc-en-ciel. Les gouttes de pluie agissent comme de minuscules prismes, courbant chaque couleur différemment et séparant la lumière blanche du soleil en ses composantes colorées. Mais l'arc-en-ciel que tu vois n'est pas l'arc-en-ciel que voit la personne debout à côté de toi. Chaque observateur voit un arc-en-ciel légèrement différent, centré précisément sur le point opposé au soleil par rapport à son propre œil. L'arc-en-ciel est une expérience personnelle, une construction de ta vision et de la lumière ensemble. Il n'est pas là dans le ciel comme un objet fixe que tout le monde voit de la même façon. Il est là dans la rencontre entre toi et la lumière. Il existe aussi des arcs-en-ciel qui se forment la nuit, éclairés non par le soleil mais par la lune. On les appelle les arcs-en-ciel lunaires ou arcs lunaires. Ils sont beaucoup plus rares, car la lumière de la lune est beaucoup plus faible que celle du soleil. Et souvent, ils apparaissent blancs à l'œil nu, parce que la lumière est trop faible pour activer les cônes, les cellules de notre rétine qui perçoivent les couleurs. Seuls les bâtonnets, plus sensibles mais qui ne perçoivent pas les couleurs, sont activés. Mais si on photographie un arc-en-ciel lunaire avec une longue exposition, les couleurs apparaissent. Elles étaient là tout le temps, invisibles pour l'œil humain, mais bien présentes dans la lumière. Il existe également des phénomènes optiques liés aux cristaux de glace dans les nuages. Les halos solaires sont des cercles lumineux qui se forment parfois autour du soleil ou de la lune quand la lumière traverse des cristaux de glace hexagonaux en suspension dans les nuages de haute altitude. Les parhélies, ou faux soleils, sont deux points lumineux qui apparaissent de chaque côté du soleil, à environ 22 degrés. Formés par la réfraction de la lumière dans des cristaux de glace orientés horizontalement. Ces phénomènes peuvent être très spectaculaires, surtout dans les régions froides, et ont longtemps été interprétés comme des signes divins ou des présages. Des batailles ont été décidées, des politiques modifiées, des religions naissantes confortées par l'apparition soudaine de deux soleils dans le ciel. Deux faux soleils formés par la lumière qui joue dans les cristaux d'un nuage. La lumière de la lune est en réalité de la lumière du soleil réfléchie. La lune n'émet pas sa propre lumière. Elle est un miroir imparfait, ne réfléchissant qu'environ 12% de la lumière qu'elle reçoit. Lors d'une pleine lune, la surface lunaire nous apparaît lumineuse parce que nous recevons la lumière solaire réfléchie presque directement vers nous. Lors d'une éclipse de lune, la Terre passe entre le soleil et la lune entre dans l'ombre de la Terre. Mais elle ne disparaît pas complètement. Elle prend une teinte rouge orangée, parce que la lumière du soleil, en traversant l'atmosphère terrestre sur les bords, est réfractée et filtrée, et seules les longues longueurs d'onde, le rouge et l'orange, parviennent à éclairer la lune dans l'ombre. Toutes les aurores du coucher et du lever de soleil de la Terre sont projetées sur la lune lors d'une éclipse. Ce rouge orangé de la lune éclipsée, c'est le reflet de tous les couchers de soleil et de tous les levers d'aurore de la Terre vus depuis la lune. La lumière joue un rôle dans la communication animale. Les calmars et les pieuvres peuvent changer la couleur et les motifs de leur peau en quelques fractions de secondes, en utilisant des cellules spéciales appelées chromatophores, iridiophores et leucophores. Ces changements peuvent être des signaux d'accouplement, des avertissements aux prédateurs, des camouflages, des communications entre individus. Certains scientifiques pensent que les pieuvres pourraient avoir des conversations complexes grâce à ces changements de couleur, mais comme leur cerveau est très différent du nôtre, il est difficile de déchiffrer leur langage. Imagine une créature dont toute la peau est un écran, qui peut afficher n'importe quel motif, n'importe quelle couleur, en temps réel. Une créature qui parle avec sa peau, qui pense peut-être avec sa peau. Les oiseaux de paradis, dans les forêts tropicales de Nouvelle-Guinée, ont développé des plumages d'une complexité et d'une beauté extraordinaires pour séduire les femelles. Certaines de leurs plumes ne contiennent pas de pigments colorés, mais sont structurées de façon à réfléchir certaines longueurs d'onde de la lumière de façon préférentielle. Ce type de coloration structurelle, qu'on trouve aussi dans les ailes des papillons morphos, les plumes des colibris, les écailles de nombreux poissons et reptiles, crée des couleurs iridescentes qui changent selon l'angle de vue. Le bleu brillant d'un morpho n'est pas dû à un pigment bleu dans ses ailes.
C'est une architecture microscopique, des lamelles de chitin espacées avec une précision nanométrique, qui diffractent et réfléchit préférentiellement la lumière bleue. La beauté est construite dans la structure même de la matière, et la lumière en révèle la géométrie cachée. Tu es peut-être encore là, quelque part entre le rêve et l'éveil. C'est bien. Continue de flotter dans cet espace de douceur. La lumière continue de te bercer avec ses histoires. Les microscopes et les télescopes sont des instruments qui étendent notre vision au-delà de ses limites naturelles, en manipulant la lumière avec des lentilles et des miroirs. Le microscope optique nous a permis de voir les cellules, les bactéries, les cristaux, le monde infiniment petit qui existait sous nos yeux sans que nous le sachions. Avec le microscope électronique, on n'utilise non plus la lumière visible, mais des faisceaux d'électrons, dont la longueur d'onde est bien plus courte, pour voir des structures encore plus petites. Les virus, les molécules, les arrangements atomiques dans les matériaux. Les microscopes à force atomique peuvent même toucher la surface des matières à l'échelle atomique, créant des images de chaque atome. Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, a révolutionné notre vision de l'univers en observant depuis l'espace, au-dessus de l'atmosphère terrestre qui déforme la lumière. Ces images ont montré des galaxies formant des amas et des superamas, des nébuleuses d'une beauté stupéfiante, des trous noirs en train de dévorer leur environnement. Des exoplanètes en train de transiter devant leur étoile. Le télescope James Webb, lancé en 2021, observe dans l'infrarouge, permettant de voir encore plus loin et plus précisément, jusqu'aux toutes premières galaxies formées après le Big Bang. Des lumières émises il y a plus de 13 milliards d'années. Ces images sont une façon de voir le passé le plus lointain de l'univers, un voyage dans le temps rendu possible par la vitesse finie de la lumière. La lumière peut être polarisée. Une onde lumineuse ordinaire vibre dans toutes les orientations perpendiculaires à sa direction de propagation. La lumière polarisée vibre dans une seule orientation. Les lunettes de soleil polarisantes filtrent la lumière réfléchie par les surfaces horizontales, comme l'eau ou la route, qui est polarisée horizontalement. En bloquant cette lumière, elles réduisent l'éblouissement. Certains insectes, notamment les abeilles, peuvent détecter la polarisation de la lumière et l'utilisent pour se repérer par rapport au soleil même par temps nuageux. En lisant la polarisation de la lumière diffusée par l'atmosphère. Les pieuvres et les calmars peuvent eux aussi détecter la polarisation et l'utilisent dans leur communication et dans leur camouflage. La lumière a une capacité à transporter de l'information de façon extraordinaire. La façon dont nous comprenons le monde qui nous entoure est fondamentalement basée sur la lumière que nous recevons. Nos yeux sont des détecteurs de lumière sophistiqués, capables de distinguer des millions de nuances de couleurs et de s'adapter à des intensités lumineuses qui varient d'un facteur de 10 milliards. De la nuit la plus sombre à la lumière la plus vive. Cette adaptabilité est rendue possible par plusieurs mécanismes, la dilatation et la contraction de la pupille, les changements dans la sensibilité des cellules rétiniennes. Le passage entre la vision des cônes de jour et des bâtonnets de nuit. Et tout cela se fait automatiquement, sans que tu aies besoin d'y penser, en quelques secondes ou quelques minutes selon les changements d'intensité. Les cônes de la rétine sont au nombre de 3 types, sensibles respectivement au rouge, au vert et au bleu. Toutes les couleurs que tu perçois sont des combinaisons de ces 3 signaux de base. Les écrans de télévision, d'ordinateur et de téléphone utilisent exactement ce principe. Ils affichent uniquement des pixels rouges, verts et bleus, en quantité variable. Et ton cerveau reconstruit de là toutes les autres couleurs. L'orange que tu vois sur un écran n'est pas de la lumière orange. C'est un mélange de rouge et de vert qui trompe ton cerveau en lui faisant croire qu'il voit de l'orange. Ton cerveau est constamment trompé par la lumière, et il s'en sort extraordinairement bien la plupart du temps. Certaines personnes souffrent de daltonisme, principalement une confusion entre le rouge et le vert, due à une anomalie dans l'un des types de cônes. Le daltonisme est beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, parce que les gènes pour 2 des 3 types de cônes se trouvent sur le chromosome X. Mais il existe aussi des personnes tétrachromates, principalement des femmes, qui ont 4 types de cônes au lieu de 3 et peuvent distinguer des nuances de couleurs que la plupart d'entre nous ne peuvent pas différencier. Pour ces personnes, le monde est plus riche de couleurs que pour nous, peuplé de nuances subtiles que la majorité de l'humanité ne peut pas percevoir. Tu t'endors doucement. Les couleurs s'effacent. Tout devient doux et flou. La lumière se retire derrière tes paupières et te laisse dans ta nuit intérieure. La lumière est aussi au cœur de la médecine moderne. Les rayons X permettent de voir à travers les tissus mous pour visualiser les os et les organes internes. Le scanner utilise des rayons X depuis plusieurs angles pour construire des images tridimensionnelles de l'intérieur du corps.
L'IRM utilise des ondes radio et des champs magnétiques pour visualiser les tissus mous avec une précision remarquable. La tomographie par émission de positons utilise des rayonnements gamma pour visualiser le métabolisme des cellules cancéreuses. La chirurgie au laser peut corriger les défauts de vision, ablater des tumeurs superficielles, souder des vaisseaux sanguins. La photothérapie utilise de la lumière bleue pour traiter la jaunisse des nouveau-nés, de la lumière ultraviolette pour certaines maladies de peau, de la lumière rouge pour favoriser la cicatrisation. Notre capacité à traiter les maladies et à maintenir la santé est profondément liée à notre maîtrise de la lumière. La luminothérapie est utilisée pour traiter la dépression saisonnière, ce trouble de l'humeur qui affecte beaucoup de personnes pendant les mois d'hiver. Quand les journées sont courtes et la lumière naturelle insuffisante. S'exposer chaque matin à une lampe de luminothérapie, qui produit une lumière bleue et intense similaire à la lumière du soleil, peut aider à synchroniser le rythme circadien et à réduire les symptômes dépressifs. La lumière est un médicament. Un médicament naturel que la civilisation moderne nous a en partie subtilisé en nous enfermant dans des bâtiments sous des éclairages artificiels pendant la majorité de nos heures d'éveil. Les vitaux rôles que joue la lumière dans la régulation de notre biologie ne s'arrêtent pas au sommeil. La lumière du soleil stimule la production de sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être, dans le cerveau. Elle régule la température corporelle. Elle synchronise notre appétit, notre digestion, notre immunité. Les êtres humains sont des créatures diurnes, conçues pour être actives sous la lumière du jour et au repos dans l'obscurité. Quand ces rythmes sont perturbés, comme dans le cas des travailleurs de nuit ou des personnes soumises à des décalages horaires fréquents, la santé peut en souffrir de nombreuses façons. La lumière est le chef d'orchestre de notre biologie, et nous ne réalisons souvent son importance que quand elle manque. Dans les temps anciens, avant l'électricité, les gens vivaient beaucoup plus en accord avec les rythmes de la lumière naturelle. Ils se levaient avec le soleil et se couchaient peu après la tombée de la nuit. Les nuits étaient vraiment sombres, sauf lors des phases de pleine lune. La lune avait une importance pratique pour les activités nocturnes, et les calendriers lunaires ont gouverné l'agriculture et les rituels de nombreuses civilisations. Aujourd'hui, la lumière artificielle nous a libérés de ces contraintes, mais peut-être avons-nous perdu quelque chose aussi. La connexion au rythme naturel de la lumière, à la succession du jour et de la nuit, au cycle des saisons. À l'alternance de la lumière et de l'obscurité qui a façonné notre biologie pendant des millions d'années. Laisse les images douces de la lumière naturelle glisser dans ton esprit. Les matins dorés, le soleil qui monte dans un ciel clair, les après-midi paresseux sous les arbres dont les feuilles filtrent la lumière en mille éclats. Les fins d'après-midi quand la lumière devient chaude et oblique, les crépuscules violets et roses, la douce pénombre du soir, et enfin l'obscurité douce de la nuit. Ponctuée ici et là par les lumières des étoiles. La photographie est l'art de capturer la lumière. Le mot lui-même vient du grec photo, lumière, et graphin, écrire. Écrire avec la lumière. Les premières photographies, au début du XIXe siècle, nécessitaient des expositions de plusieurs heures pour permettre à la lumière d'impressionner suffisamment les surfaces sensibles. Une photo de Niepce prise en 1826 ou 1827, considérée comme la plus ancienne photographie préservée, avait nécessité une exposition de plusieurs heures, voire plusieurs jours. Les ombres portées dans cette image semblent venir de deux directions différentes, parce que le soleil a bougé pendant l'exposition. Depuis lors, la technologie photographique a progressé de façon stupéfiante. Aujourd'hui, les appareils photonumériques peuvent capturer des images avec des expositions de millionièmes de seconde, figer des gouttes d'eau en plein vol. Capturer l'expression d'un visage dans une fraction d'instant qui serait autrement invisible. Le cinéma est une succession d'images photographiques projetées à une vitesse suffisante pour que notre cerveau les perçoive comme un mouvement continu. 24 images par seconde est le standard historique du cinéma. Chaque image est une capture de la lumière réfléchie par la scène à un instant précis. Le cinéma est donc une illusion de mouvement créée par la lumière, exploitant une propriété de notre perception appelée la persistance rétinienne, ou plus précisément le phénomène phi. Notre cerveau interprète une succession rapide d'images légèrement différentes comme un mouvement, parce qu'il extrapole le mouvement entre les images. Chaque film que tu as jamais vu était une illusion créée par la lumière et par les propriétés de ton cerveau. Tes rêves maintenant sont peut-être faits de lumière. Des couleurs qui changent, des formes qui s'estompent, des visages qui apparaissent et disparaissent dans la lumière. Les rêves sont la lumière intérieure, la façon dont ton cerveau continue de créer des expériences visuelles même dans l'obscurité et dans l'absence de stimulation extérieure. La lumière a été source d'inspiration pour les artistes de toutes les époques.
Les peintres de la Renaissance, comme Léonard de Vinci et Raphaël, ont étudié la façon dont la lumière modèle les formes, crée des ombres et révèle les volumes. Le clair-obscur, technique développée par Caravage au début du XVIIe siècle, utilisait des contrastes extrêmes entre lumière et ombre pour créer un dramatisme intense dans ses tableaux. Les impressionnistes, au XIXe siècle, ont fait de la lumière leur sujet principal. Monet a peint la cathédrale de Rouen plus de 30 fois, à différentes heures du jour et en différentes saisons, pour montrer comment la lumière changeante transformait l'apparence d'un même bâtiment. Pour les impressionnistes, la lumière n'était pas un moyen de voir les objets, elle était l'objet lui-même. La peinture de la lumière a atteint ses limites dans l'impressionnisme et le post-impressionnisme. Comment représenter sur une toile la lumière aveuglante du midi d'été? Comment montrer le scintillement de l'eau, le miroitement du soleil sur la mer, la façon dont la lumière diffuse dans le brouillard? Ces défis ont poussé les peintres à inventer de nouvelles façons de poser la couleur sur la toile, à abandonner les contours nets, à accepter que la lumière dissolve les formes et les fond les unes dans les autres. Ces explorations artistiques ont eu lieu en parallèle avec les découvertes scientifiques sur la nature de la lumière. Comme si les artistes et les physiciens cherchaient en même temps à comprendre et à représenter ce même phénomène fondamental. Les vitraux des cathédrales médiévales utilisent la lumière de façon particulièrement magnifique. La lumière extérieure traverse du verre coloré et crée des patterns de couleurs dans l'espace intérieur. Ces patterns changent au cours de la journée et des saisons, créant une expérience vivante et changeante pour ceux qui se trouvent à l'intérieur. Les bâtisseurs de cathédrales avaient calculé l'orientation de l'édifice, la taille et la position des fenêtres, pour que la lumière pénètre d'une façon particulière à certaines heures ou certaines époques de l'année. La lumière était un matériau de construction, aussi important que la pierre. Et les vitraux racontaient des histoires visuelles, les vies des saints, les épisodes de la Bible, l'histoire sacrée, tout cela rendu vivant par la lumière qui le traversait. La lumière était porteuse de sens, de récits, de sacré. Les maisons contemporaines, dans les régions tempérées, sont souvent conçues avec de grandes fenêtres orientées vers le sud pour maximiser l'apport de lumière naturelle. Les architectes parlent de la qualité de la lumière dans un espace. La lumière dure et directe du midi, la lumière douce et diffuse d'un ciel nuageux, la lumière chaude et oblique du soir. La lumière froide et bleue du nord. Ces qualités de lumière créent des atmosphères différentes, influencent notre humeur et notre bien-être. Construire une maison, c'est aussi construire une façon particulière de vivre avec la lumière. La lumière comme métaphore est omniprésente dans toutes les cultures humaines. La lumière est associée à la connaissance, à la vérité, à la bonté. On parle de s'éclairer, de voir la lumière, d'être illuminé. L'obscurité est associée à l'ignorance, au mal, à la peur. Dans presque toutes les religions, la divinité est associée à la lumière. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, dans la Genèse. Le Bouddha est celui qui est illuminé. Les dieux hindous sont souvent représentés entourés d'une auréole lumineuse. Dans l'islam, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Ces métaphores ne sont pas arbitraires. La lumière, comme la conscience, révèle ce qui était caché. Comme la connaissance, elle transforme ce qu'elle touche. Comme la bonté, elle se répand dans toutes les directions sans diminuer. Tu glisses dans l'obscurité douce du sommeil, vers ce monde intérieur où la conscience crée sa propre lumière. Les feux follets sont une lumière mystérieuse qui a longtemps hanté l'imagination humaine. Ces flammes qui apparaissent parfois au-dessus des marais, des cimetières, des terrains humides, se déplaçant de façon imprévisible dans la nuit, ont donné naissance à d'innombrables légendes. Dans la réalité, ils sont probablement dus à la combustion spontanée de méthane et d'autres gaz produits par la décomposition de matière organique dans les sols humides. La phosphine, un gaz produit par la décomposition anaérobie, peut s'allumer spontanément au contact de l'air et créer de brèves flammes bleues. Mais pendant des siècles, ces lumières ont été interprétées comme des feux gardés par les esprits des morts, comme des guides vers des trésors cachés, comme des avertissements ou des invitations. La lumière inexpliquée dans l'obscurité suscite toujours quelque chose de particulier dans l'imagination humaine. Les éclairs sont une autre forme de lumière naturelle qui fascine et impressionne depuis la nuit des temps. Un éclair est une décharge électrostatique, une impulsion de courant électrique immense qui traverse l'air et le chauffe à environ 30 000 Kelvin. Soit environ 5 fois la température de la surface du Soleil. Cette chaleur intense vaporise l'air instantanément, créant une onde de choc que nous entendons comme le tonnerre. La lumière d'un éclair se déplace à la vitesse de la lumière, bien sûr, et le tonnerre se déplace à la vitesse du son, soit environ 340 mètres par seconde dans l'air.
En comptant les secondes entre l'éclair et le tonnerre et en divisant par 3, on peut estimer la distance en kilomètres. Un éclair peut transporter plusieurs milliards de volts et plusieurs milliers d'ampères, libérés en quelques microsecondes. La foudre frappe la Terre environ 100 fois par seconde, soit environ 8 millions de fois par jour. C'est une lumière violente et brève, née de l'électricité accumulée dans les nuages, qui illumine le ciel pendant un instant avant de s'éteindre. Les volcans en éruption créent aussi des spectacles lumineux extraordinaires. La lave incandescente, à des températures de 700 à 1200 degrés, brille d'un rouge orangé vif dans l'obscurité. Les éclairs volcaniques se forment parfois dans les nuages de cendres des grandes éruptions, créés par des charges électrostatiques similaires à celles des orages. Et les projections de lave en fusion, les fontaines de feu de certains types d'éruptions, créent des jets de lumière rouge et orange qui retombent en arcs brillants dans la nuit. La Terre elle-même produit de la lumière, elle aussi, par la chaleur de son intérieur qui remonte à la surface. Tu dors peut-être maintenant, ou tu es très proche du sommeil. Je continue à murmurer ces histoires sur la lumière, ces faits doux et étranges, ces merveilles que la lumière a portées jusqu'à toi. La lumière zodiacale, mentionnée plus tôt, a un frère, la Gegenschen, ou contre-lueur. C'est une tache lumineuse très faible, visible dans les nuits les plus sombres, directement opposée au soleil sur la voûte céleste. Elle est due à la lumière solaire diffusée vers l'arrière par les particules de poussière interplanétaire qui se trouvent exactement à l'opposé du soleil. Cette direction particulière favorise la rétrodiffusion, faisant que la tache est légèrement plus lumineuse que le reste de la lumière zodiacale. La voir nécessite des conditions extrêmes d'obscurité, un ciel très transparent et des yeux bien adaptés à l'obscurité. C'est l'une des expériences visuelles les plus subtiles que l'univers ait à offrir. Les étoiles filantes sont des grains de poussière ou de petits morceaux de roche qui entrent dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse et brûlent dans la haute atmosphère, laissant une traînée lumineuse. Ce ne sont pas les météorites elles-mêmes que nous voyons, mais le plasma lumineux créé par leur friction avec l'air. La plupart des météores visibles à l'œil nu sont créés par des fragments de la taille d'un grain de sable ou d'un pois. Pendant les pluies de météores, comme les Perséides d'août ou les Géminides de décembre, la Terre traverse le sillage d'une comète et rencontre des densités plus élevées de ces débris, produisant parfois des dizaines ou des centaines de traînées lumineuses par heure. Faire un vœu en voyant une étoile filante est une tradition très ancienne dans de nombreuses cultures. La lumière brève et inattendue d'un météore, traversant le ciel en quelques secondes, a quelque chose d'éphémère et d'unique qui inspire cette habitude de s'y attacher une aspiration, une prière, un espoir. Les néons et les lampes à décharge fonctionnent en excitant des gaz à basse pression avec une décharge électrique. Les atomes du gaz, excités par les électrons qui les heurtent, émettent de la lumière à des longueurs d'onde très spécifiques quand ils retournent à leur état fondamental. Le néon pur émet de la lumière rouge-orangée. Le mercure émet dans l'ultraviolet, qui est ensuite converti en lumière visible par un revêtement fluorescent sur l'intérieur du tube. L'argon émet une lumière bleu-violette. En mélangeant différents gaz ou en choisissant différents revêtements fluorescents, on peut produire un large spectre de couleurs. Les enseignes lumineuses au néon, qui ont illuminé les villes du XXe siècle de leur lueur chaude et colorée, sont un exemple d'art urbain basé sur la physique atomique de la lumière. Les LED, diodes électroluminescentes, sont la technologie d'éclairage qui a révolutionné notre quotidien au début du XXIe siècle. Elles produisent de la lumière par électroluminescence, quand un courant électrique traverse une jonction de semi-conducteurs. Des électrons passent d'un état d'énergie élevé à un état d'énergie bas et émettent l'énergie perdue sous forme de photons. La couleur de la lumière dépend du matériau semi-conducteur utilisé. Les LED blanches sont généralement des LED bleues recouvertes d'un phosphore qui convertit une partie de la lumière bleue en lumière jaune-verte, et la combinaison perçue par l'œil est blanche. Les LED sont beaucoup plus efficaces que les ampoules à incandescence, consommant environ 10 fois moins d'énergie pour le même flux lumineux, et elles durent beaucoup plus longtemps. Des dizaines de milliers d'heures. L'adoption massive des LED a sensiblement réduit la consommation mondiale d'énergie pour l'éclairage. Les quantum dots, ou boîtes quantiques, sont de minuscules cristaux semi-conducteurs dont la taille détermine la couleur de la lumière qu'ils émettent. En changeant la taille des cristaux, on peut produire n'importe quelle couleur avec une précision extrême. Les téléviseurs à quantum dot offrent une reproduction des couleurs plus fidèle et plus précise que les technologies d'affichage précédentes. Ces minuscules points de lumière, certains contenant à peine quelques dizaines d'atomes, sont un exemple fascinant de la façon dont la physique quantique peut être mise au service de la technologie du quotidien. Les fibres optiques sont des fils de verre ultra purs, plus fins qu'un cheveu humain,
à travers lesquels la lumière peut voyager sur des distances de plusieurs kilomètres par réflexion totale interne. Quand un rayon de lumière frappe l'interface entre le cœur de la fibre et sa gaine à un angle suffisamment rasant, il est totalement réfléchi et reste piégé dans la fibre, rebondissant de paroi en paroi sans jamais s'échapper. Ce phénomène, la réflexion totale interne, permet à la lumière de suivre les courbures de la fibre et de voyager en quelque sorte dans des tubes courbes de verre. Les câbles à fibre optique sous-marins qui connectent les continents peuvent transporter des terabits de données par seconde, en utilisant simultanément des dizaines, voire des centaines de longueurs d'onde différentes pour multiplier la capacité, chaque longueur d'onde portant son propre flux de données de façon indépendante. Je sens que tu es proche du sommeil maintenant. Chaque mot devient moins précis, moins important, plus comme un son continu et doux que comme une suite de significations. La physique des plasmas, l'état de la matière dans lequel les électrons sont séparés des noyaux atomiques à très haute température, est intimement lié à la lumière. Les étoiles sont des plasmas. Le soleil est un plasma. Les éclairs sont des plasmas. Les tubes fluorescents contiennent du plasma. Les réacteurs à fusion nucléaire que les scientifiques tentent de construire pour reproduire la réaction des étoiles sur Terre doivent maintenir un plasma à des températures de plusieurs dizaines ou centaines de millions de degrés. Ces plasmas émettent de la lumière dans plusieurs parties du spectre électromagnétique. Comprendre la physique du plasma, c'est comprendre la physique des étoiles, et donc la physique de la lumière à sa source. La lumière Erenkov est une forme de rayonnement lumineux produit quand une particule chargée voyage dans un milieu à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans ce milieu. Cela est possible parce que la lumière ralentit dans les milieux matériels, et qu'une particule peut voyager plus vite que cette vitesse réduite sans violer la limite universelle de la vitesse de la lumière dans le vide. C'est l'équivalent lumineux du banc sonique d'un avion qui dépasse la vitesse du son. La radiation Erenkov émet une lumière bleue caractéristique, et on peut la voir dans les piscines des réacteurs nucléaires, où les particules énergétiques émises par le combustible irradié voyagent dans l'eau à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière dans l'eau, créant cette lueur bleue caractéristique. C'est l'une des images les plus étranges et les plus belles de la physique nucléaire. Les annihilations matière-antimatière produisent de la lumière gamma pure. Quand un électron rencontre son antiparticule, le positron, les deux s'annihilent mutuellement et leur masse est entièrement convertie en deux photons gamma de haute énergie, voyageant dans des directions exactement opposées. C'est la conversion totale de masse en énergie lumineuse, la réalisation la plus parfaite de l'équation E égale mc². Les scanners PET utilisés en médecine nucléaire reposent exactement sur ce phénomène. Un émetteur de positons est injecté dans le corps. Et quand les positrons s'annihilent avec les électrons des tissus voisins, les deux gamma produits sont détectés par un anneau de détecteur autour du patient. La position de l'émission peut être reconstituée avec précision, permettant de visualiser le métabolisme des cellules. La théorie quantique des champs, la théorie physique la plus précise et la plus vérifiée que l'humanité ait jamais développée, décrit la lumière et la matière comme des excitations de champs quantiques qui remplissent tout l'espace. Le photon, la particule de lumière, est une excitation du champ électromagnétique. La théorie prédit certaines quantités avec une précision de plus de 10 décimales, en accord parfait avec les mesures expérimentales. Elle est à la base de toute notre technologie électronique, de notre compréhension de la matière et de la lumière à l'échelle la plus fondamentale. Et pourtant, elle reste incomplète. Elle n'inclut pas la gravitation. Elle ne décrit pas ce qui se passe dans les trous noirs. Elle ne répond pas à toutes les questions. L'histoire de la lumière n'est pas finie. Il reste des chapitres à écrire. Et peut-être que c'est cela le plus réconfortant, finalement. Que la lumière qui nous entoure, qui nous traverse, qui nous illumine, reste encore en partie mystérieuse. Que même après des siècles de science, même après toutes les équations et tous les instruments, il reste des questions sans réponse. La lumière garde ses secrets. Et dans cette obscurité où tu te trouves maintenant, dans ce demi-sommeil doux et chaud, il est peut-être bon de se dire que le mystère n'est pas une menace. C'est une invitation. Une invitation à continuer de s'émerveiller, demain, de nouveau, quand la lumière du matin entrera dans ta chambre et annoncera le début d'un nouveau jour. Le soleil se lève quelque part en ce moment. Sur un autre hémisphère, dans un autre fuseau horaire, une aurore peint le ciel de rose et d'orange. Des êtres humains comme toi ouvrent les yeux sur cette lumière et commencent leur journée. La lumière ne s'arrête jamais. Elle circule en permanence, illuminant une moitié de la planète pendant que l'autre repose dans l'ombre.
Et cette alternance, ce balancement perpétuel entre lumière et obscurité, est le fondement du temps humain, le rythme premier sur lequel toute vie sur Terre est calée depuis des milliards d'années. Les premières formes de vie sur Terre sont apparues il y a environ 3,8 milliards d'années. Ces premières cellules vivaient dans l'océan primordial, baignées dans la lumière ultraviolette intense du soleil jeune, se protégeant dans les profondeurs. Puis, il y a environ 2,5 milliards d'années, certaines bactéries ont développé la capacité de capter la lumière solaire pour produire de l'énergie, libérant de l'oxygène comme sous-produit. Pendant 1 milliard d'années, ces bactéries ont produit de l'oxygène en quantité croissante, transformant progressivement l'atmosphère terrestre. Cet événement, qu'on appelle la grande oxydation, a transformé la chimie de la planète entière et rendu possible l'évolution d'organismes aérobies, de formes de vie complexes, d'animaux, de plantes, et finalement d'êtres humains capables de regarder le ciel et de se demander ce qu'est la lumière. Tu es le produit de milliards d'années de lumière solaire qui a transformé cette planète et façonné la vie. La lumière est dans ton histoire la plus profonde. Elle est dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur, dans chaque pensée que tu as jamais eue. Tu es fait de lumière transformée, conservée, transmise de génération en génération à travers la chaîne de la vie depuis les premières cellules dans l'océan primordial. Alors dors, enfant de la lumière. Repose-toi dans l'obscurité bienveillante. Laisse ton corps récupérer, laisse ton cerveau intégrer les expériences de la journée, laisse tes rêves tisser leurs histoires lumineuses. Et demain matin, quand la lumière du soleil filtrera à nouveau dans ta chambre, souviens-toi, peut-être vaguement, de tout ce que cette lumière contient. Du voyage de 8 minutes depuis le soleil. Des milliards d'années d'histoire stellaire condensées dans chaque photon. De la façon dont cette lumière a traversé l'espace vide pour arriver précisément jusqu'à toi, dans cette chambre, à ce moment de ta vie. La lumière t'a trouvé. Elle te trouve toujours. Elle sera encore là demain. Bonne nuit, encore une fois, et pour de bon cette fois. Laisse la nuit t'emmener dans ses profondeurs douces, dans ses rêves tranquilles, dans son repos bienfaisant. Demain, le soleil se lèvera. La lumière reviendra. Elle revient toujours. Et dans le silence de cette nuit, quelque part dans l'univers, un photon vient de naître dans le cœur d'une étoile lointaine. Il voyagera des millions d'années à travers l'espace. Peut-être n'arrivera-t-il jamais nulle part. Peut-être finira-t-il sa course sur la rétine d'un être vivant dans un futur que nous ne pouvons pas imaginer. Ou peut-être se perdra-t-il dans l'obscurité interstellaire, voyageant pour toujours sans jamais rencontrer de matière, sans jamais être absorbé, jusqu'à la fin de l'univers. Chaque photon est une histoire. Et toutes ces histoires de lumière, depuis le commencement du temps jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces histoires se superposent et se croisent et forment le tissu lumineux de l'univers dans lequel tu vis et tu respires et tu dors. Dors maintenant. Tu es en sécurité dans la lumière du monde, même dans son obscurité. Il existe une expérience de pensée fascinante en physique, parfois appelée l'expérience du photon solitaire. Imagine un seul photon émis par une source lumineuse. Ce photon voyage seul à travers l'espace. Quand il rencontre un miroir semi-transparent, un miroir qui réfléchit la moitié de la lumière et laisse passer l'autre moitié, que se passe-t-il ? Selon la physique quantique, le photon ne choisit pas d'être réfléchi ou transmis. Il existe dans une superposition des deux états. Il est à la fois réfléchi et transmis, jusqu'au moment où on l'observe. Si on place deux détecteurs, un dans le chemin réfléchi et un dans le chemin transmis, l'un d'eux détectera le photon, aléatoirement, avec une probabilité de 50% chacun. Mais si on arrange les deux chemins pour qu'ils se retrouvent et interfèrent, le photon interfère avec lui-même, comme s'il avait vraiment pris les deux chemins simultanément. La physique quantique n'est pas une histoire de particules qui font des choses au hasard. C'est une histoire où la réalité elle-même est fondamentalement indéterminée jusqu'au moment de la mesure. Le photon est une porte ouverte sur ce mystère. La lumière cohérente d'un laser peut créer des pièges optiques, appelés pinces optiques, capables de saisir et de manipuler de minuscules objets, des cellules, des molécules, voire des atomes individuels, sans contact physique. Quand un objet se trouve dans le gradient d'intensité d'un faisceau laser fortement focalisé, il est attiré vers le point de plus haute intensité et y reste piégé, comme dans une pince invisible. On peut alors déplacer l'objet en déplaçant le faisceau laser. Cette technique, développée dans les années 1980 par Arthur Ashkin, lui a valu le prix Nobel de physique en 2018. Elle est utilisée pour mesurer les forces mécaniques exercées par les molécules biologiques, pour assembler des structures nanoscopiques, pour étudier le comportement des cellules individuelles.
la lumière peut saisir et déplacer la matière, comme une main immatérielle. La manipulation d'atomes individuels avec de la lumière laser a permis de développer les technologies les plus précises jamais créées. Les horloges atomiques à fontaine de césium, les plus précises avant les années 2000, refroidissaient des atomes de césium avec des lasers et les laissaient monter et retomber comme une fontaine, mesurant la fréquence de leur transition quantique. Les horloges atomiques optiques actuelles, utilisant des réseaux d'atomes piégés par des lasers et des transitions à des fréquences optiques très élevées, sont tellement précises qu'elles ne perdraient pas une seconde en plusieurs milliards d'années. Elles sont si précises qu'elles peuvent mesurer la dilatation gravitationnelle du temps, c'est-à-dire la différence de vitesse d'écoulement du temps due à la différence d'altitude, entre deux horloges placées à des hauteurs différentes de seulement quelques centimètres. Le temps lui-même est mesuré par la lumière, et la lumière révèle que le temps n'est pas universel. La lumière gamma, de très haute énergie, est produite dans les phénomènes les plus violents de l'univers. Les supernovas, les explosions de sursauts gamma, les fusions d'étoiles à neutrons, tous ces événements cataclysmiques libèrent d'énormes quantités de rayonnement gamma. Les sursauts gamma sont les événements les plus lumineux observés depuis le Big Bang. Pendant quelques secondes, parfois moins, parfois quelques minutes, un sursaut gamma peut rayonner autant d'énergie que le Soleil en rayonnera pendant toute sa vie, ou même plus. Si un tel événement se produisait à moins de quelques milliers d'années-lumière de la Terre, les rayonnements seraient suffisamment intenses pour endommager gravement la couche d'ozone et menacer la vie sur Terre. Heureusement, les galaxies sont grandes et les sursauts gamma sont rares dans notre voisinage galactique. Nous sommes protégés par la distance. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation rapide qui émettent des faisceaux de lumière radio, comme des phares cosmiques. Certains pulsars tournent plusieurs centaines de fois par seconde, et leurs impulsions radio arrivent avec une régularité tellement précise qu'ils servent d'horloge cosmique. En mesurant les variations infimes dans la fréquence des impulsions, on peut détecter des effets relativistes, la présence de planètes en orbite, voire des ondes gravitationnelles. Les pulsars sont la lumière que font les étoiles à neutrons en tournant. Et cette lumière régulière et précise est l'une des sondes les plus puissantes dont nous disposons pour explorer la physique dans des conditions extrêmes. Les ondes gravitationnelles, prédites par Einstein et détectées pour la première fois en 2015 par les détecteurs LIGO, ne sont pas de la lumière. Mais les détecteurs qui les ont trouvés utilisent de la lumière laser. Un faisceau laser est divisé en deux, chaque moitié parcourant un bras de plusieurs kilomètres du détecteur, avant d'être réfléchi et recombiné. Si une onde gravitationnelle passe, elle étire et comprime légèrement l'espace, changeant la longueur relative des deux bras par une fraction infime. Cette infime différence de longueur change la façon dont les deux faisceaux laser interfèrent quand ils sont recombinés, et c'est cela que les détecteurs mesurent. La lumière laser, avec sa cohérence et sa précision extrême, est l'outil qui nous a permis d'entendre le bing de deux trous noirs qui se heurtent à 1 milliard d'années-lumière. Une collision qui s'est produite bien avant que la Terre existe. Tu es si profondément endormi maintenant, ou si proche de l'être, que ces mots arrivent comme des murmures dans un rêve. Et c'est bien ainsi. La lumière peut continuer de briller sans que tu la regardes. Elle n'a pas besoin de ton attention pour exister. Elle voyagera toujours, à travers l'espace et le temps, indifférente à si quelqu'un la regarde ou non. La photonique est le domaine de la science et de la technologie qui étudie et utilise la lumière pour transmettre, stocker et traiter de l'information. Les ordinateurs photoniques, qui utilisent des photons au lieu d'électrons pour traiter l'information, promettent des vitesses de traitement et des efficacités énergétiques bien supérieures aux ordinateurs électroniques actuels. La lumière peut voyager dans un guide d'ondes sans générer de chaleur, sans résistance électrique, sans les pertes d'énergie qui limitent la vitesse des processeurs actuels. Des chercheurs du monde entier travaillent à intégrer des composants photoniques sur des puces, à créer des interconnexions optiques entre les processeurs, à développer des mémoires optiques et des commutateurs optiques. L'avenir du traitement de l'information pourrait être lumineux, littéralement. Les ordinateurs quantiques, qui utilisent les propriétés quantiques de la matière ou de la lumière pour effectuer des calculs impossibles pour les ordinateurs classiques, représentent une autre frontière où la lumière joue un rôle central. Certaines architectures d'ordinateurs quantiques utilisent des photons comme QPI, les unités de base de l'information quantique. Les photons ont l'avantage d'être résistants à la décohérence, à l'interaction indésirable avec l'environnement qui détruit l'information quantique. Les communications quantiques, qui utilisent des propriétés quantiques de la lumière pour créer des canaux de communication intrinsèquement sécurisés, sont déjà en phase de déploiement expérimental. La lumière est au cœur de la prochaine révolution de l'information.
L'intrication quantique est peut-être la propriété la plus étrange et la plus contre-intuitive de la physique quantique. Deux photons peuvent être intriqués, c'est-à-dire dans un état quantique commun tel que la mesure de l'un affecte instantanément l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce n'est pas un envoi d'informations plus rapide que la lumière, car les résultats individuels des mesures sont aléatoires et imprévisibles. Mais les corrélations entre les résultats de mesure sur les deux photons sont instantanées et non classiques. Einstein appelait ce phénomène une action fantôme à distance et y voyait une preuve que la physique quantique était incomplète. Les expériences d'Alain Aspect dans les années 1980 et les expériences encore plus précises depuis lors ont confirmé que l'intrication est réelle et que l'univers est vraiment non local dans le sens quantique. Les photons intriqués peuvent être séparés par des milliers de kilomètres et restent néanmoins en relation. La relativité générale prédit que la lumière est courbée par la gravité. Lors d'une éclipse totale du Soleil, on peut observer des étoiles dont la position apparente dans le ciel est légèrement décalée par rapport à leur position normale. Parce que la lumière venant de ces étoiles a été courbée par le champ gravitationnel du Soleil en passant près de lui. C'est lors de l'éclipse solaire de 1919 qu'Arthur Eddington et ses collègues ont mesuré cette courbure pour la première fois, confirmant la prédiction d'Einstein et faisant de lui une célébrité mondiale. La lumière suit les courbures de l'espace-temps, les courbures créées par la masse et l'énergie. Dans les régions à forte gravité, comme près des trous noirs ou des étoiles à neutrons, la lumière peut être tellement courbée qu'elle tourne en orbite autour de l'objet massif, ou qu'elle peut être renvoyée vers sa source d'origine. Les lentilles gravitationnelles sont des phénomènes cosmiques où la masse d'un objet, une galaxie ou un amas de galaxies, courbe suffisamment l'espace pour agir comme une lentille optique sur la lumière des objets plus lointains. Cette lentille peut amplifier et déformer l'image de galaxies ou de quasars situés derrière. On observe parfois plusieurs images d'un même objet, ou des arcs lumineux, ou même des anneaux complets de lumière appelés anneaux d'Einstein. Ces lentilles gravitationnelles permettent d'observer des objets qui seraient autrement trop lointains et trop faibles pour être visibles, et de mesurer la distribution de masse dans les amas de galaxies, y compris la matière noire invisible. La matière noire, qui représente environ 27% de l'univers selon les estimations actuelles, n'émet pas, n'absorbe pas et ne réfléchit pas la lumière. Elle est invisible, non détectable directement par aucun instrument. Son existence est déduite de ses effets gravitationnels sur la matière ordinaire et sur la lumière. La façon dont les étoiles orbitent au sein des galaxies, la façon dont les galaxies orbitent au sein des amas, la façon dont la lumière est courbée par les amas de galaxies. Tout cela indique la présence d'une masse invisible, distribuée différemment de la matière ordinaire. Cette matière noire, dont nous ne savons toujours pas ce qu'elle est, interagit avec nous et avec notre lumière uniquement par la gravité. Elle existe dans notre univers, à nos côtés, invisible, intouchable, inéclairée. Et l'énergie noire, encore plus mystérieuse, représente environ 68% de l'univers. Elle est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Si l'expansion s'accélérait sans limite, les galaxies lointaines s'éloigneraient de nous à des vitesses croissantes, et leur lumière, déjà étirée par l'expansion, serait de plus en plus décalée vers le rouge, de moins en moins énergétique, jusqu'à devenir indétectable. Dans un avenir très lointain, si cette accélération continue, notre univers observable se rétrécira. Les galaxies lointaines s'éloigneront au-delà de notre horizon cosmologique, et leur lumière ne nous parviendra plus jamais. L'univers s'assombrira, un peu à la fois, sur des milliards et des milliards d'années. Mais cela est si loin, si infiniment loin dans le futur, que tu n'as pas à y penser maintenant. Dans ta vie, le soleil brillera chaque matin. Les étoiles brilleront chaque nuit. La lumière sera là, abondante, chaude, généreuse, comme elle a toujours été. Les astronomes ont découvert des planètes dans d'autres systèmes solaires, des exoplanètes, en observant comment leur passage devant leur étoile diminue légèrement la luminosité de l'étoile. Cette méthode, dite de transit, nécessite de mesurer des variations de lumière d'une précision de quelques millièmes de %. Le télescope spatial Kepler a découvert des milliers d'exoplanètes avec cette méthode. Certaines de ces planètes se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, à la bonne distance pour que l'eau liquide puisse exister en surface. Des atmosphères ont été détectées sur certaines de ces planètes, en analysant la façon dont la lumière de l'étoile est filtrée quand elle traverse l'atmosphère de la planète pendant un transit. La lumière de lointaines étoiles, filtrée par des atmosphères de planètes lointaines, porte des signatures de molécules, potentiellement même des molécules biologiques. Un jour, peut-être, nous lirons dans la lumière d'une étoile lointaine la preuve qu'une autre vie existe quelque part dans l'univers.
Cette idée, que la lumière puisse un jour nous révéler que nous ne sommes pas seuls. Qu'elle puisse traverser des dizaines ou des centaines d'années-lumière pour apporter jusqu'à nous la signature chimique d'une biosphère lointaine, est peut-être l'une des plus vertigineuses que l'esprit humain puisse concevoir. Et elle repose sur une propriété fondamentale de la lumière, elle porte de l'information. Elle encode, dans sa longueur d'onde, dans sa polarisation, dans son intensité, dans ses variations temporelles, une quantité prodigieuse d'informations sur sa source et sur tout ce qu'elle a traversé. Nous ne pouvons jamais voyager vers ces étoiles lointaines. Mais leur lumière peut venir jusqu'à nous, et nous pouvons apprendre à la lire. Tu flottes dans l'obscurité douce du sommeil. Ces pensées sur la lumière et l'univers glissent autour de toi comme des rêves. Il n'y a rien à saisir. Tu peux tout laisser passer. Il y a une beauté particulière dans le fait que nous, les êtres humains, soyons des créatures qui dépendent tellement de la lumière pour naviguer dans le monde, pour comprendre, pour communiquer, pour vivre, et qu'en même temps nous soyons les seuls êtres sur cette planète à nous être demandé ce qu'est la lumière, à avoir cherché à comprendre sa nature profonde, et à avoir découvert des choses si étranges et si magnifiques à son sujet. Nous ne sommes pas simplement baignés dans la lumière comme les plantes, nous la contemplons. Nous ne nous contentons pas de réfléchir la lumière comme les miroirs, nous essayons de comprendre ce qu'elle est. Et dans cette quête de compréhension, nous avons découvert que la lumière est à la fois plus simple et plus étrange que nous ne l'aurions jamais imaginé. La lumière voyage à une vitesse que rien ne peut dépasser. Elle est à la fois une onde et une particule. Elle porte de l'information, de l'énergie, et même une infime impulsion. Elle est courbée par la gravité. Elle dilate le temps pour ceux qui la suivent de trop près. Elle est au fondement de toute la chimie et de toute la biologie. Elle nous connecte à des étoiles mortes depuis des millénaires. Elle est la première chose que l'univers a créée et la dernière à s'éteindre. Et là, dans ce moment de transition vers le sommeil, dans cette zone floue entre la conscience et l'inconscience, tu portes en toi tout cela. Tu es une créature de lumière, faite d'atomes façonnés par des étoiles, vivant sous la lumière d'une étoile, regardant d'autres lumières dans le ciel nocturne. Ta conscience elle-même est peut-être une façon pour l'univers de se regarder lui-même, une façon pour la lumière de se voir à travers des yeux qu'elle a contribué à créer. Le matin viendra avec sa lumière dorée. Elle trouvera ton visage dans l'oreiller. Elle annoncera un nouveau jour. Et tu te réveilleras, ayant voyagé pendant la nuit dans les territoires sombres du sommeil, et tu verras à nouveau la lumière, et peut-être, pour un bref instant avant que la journée t'emporte. Tu te souviendras de tout ce que la lumière contient. De son voyage depuis le soleil. De son histoire depuis le Big Bang. De tous les mystères qu'elle révèle et qu'elle garde encore. Bonne nuit, une dernière fois. Laisse la lumière veiller sur toi dans l'obscurité. Elle le fait depuis toujours. Et si jamais tu te réveilles au milieu de la nuit, souviens-toi que la lumière des étoiles est toujours là, au-dessus des nuages, au-dessus du plafond, traversant l'espace infini pour arriver jusqu'à toi. Tu n'es jamais seul dans la lumière de l'univers.